Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Morgane. Bonjour Aurélien. Tout d'abord, désolé pour le petit souci technique, on a pris un petit peu de retard. Bienvenue sur le live Twitch d'M2 Journalisme de Logicam. On est ensemble pour plus d'une heure d'émission sur les Jeux Olympiques. Marseille ouvrira les festivités dans un peu plus d'un mois. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur X pendant l'émission avec le hashtag JO Marseille Logicam. Tout au long de ce live, nous allons découvrir comment Marseille s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques. Nous commencerons par l'arrivée de la flamme le 8 mai qui se déroule ici dans la cité phocéenne. On reviendra sur sa symbolique et nous recevrons sur le plateau Arakash Advan, qui est d'ailleurs avec nous maintenant tout de suite, sportif de l'extrême qui fera partie des porteurs de flammes. Transport, logement et tourisme, nous aborderons également la façon dont la deuxième ville de France s'apprête à recevoir son public. Entre les épreuves de foot et de voile, nos journalistes nous expliqueront également à quoi s'attendre en termes de compétition sportive. Et enfin, on finira sur une note festive, et c'est le cas de le dire, avec les bons plans pour profiter de la fête lors de cet événement sportif. À presque un mois de l'arrivée de la flamme, Marseille est-elle prête à l'accueillir ? Alors elle est le véritable symbole des Jeux. La flamme olympique arrive à Marseille le 8 mai prochain pour la 107e édition des JO modernes. Elle fera ensuite le Tour de France avant d'arriver à Paris le 14 juillet prochain. Salut Chloé. Salut Aurélien. Le parcours de la flamme, c'est toujours un événement qui est très suivi, mais du coup cette tradition elle vient d'où ? Et oui Aurélien, la grande question, d'où vient-elle ? De l'Antiquité, sûrement. C'est ce que vous vous dites, c'est ce que je me suis dit en tout cas. S'il y a quelque chose que les jeux modernes ont dû prendre des jeux antiques, c'est forcément la flamme. Après tout, nous dit Paris 2024, elle sera allumée selon la tradition antique, voilà, à l'aide des rayons du soleil, ça on peut pas l'inventer, lors d'une cérémonie dans le sanctuaire d'Olympie, en Grèce, lieu de naissance des Jeux Olympiques si vous ne le saviez pas. Je vais vous décevoir, la flamme olympique, en réalité, elle n'existait pas. Lors des Jeux antiques, je suis aussi déçue que vous. Elle est apparue pour la première fois lors des Jeux d'été de 1928 à Amsterdam, et il n'y avait alors pas de relais pour porter la torche. Je vais doublement vous décevoir. Le relais pour porter la torche est une idée qui ne date que des Jeux d'été de Berlin de 1936, une idée d'un universitaire allemand, Karl Diem, idée retenue par nul autre qu'Adolf Hitler. Bon, maintenant qu'on a bouché tout votre imaginaire olympique, je vous rassure, cette tradition ne sort pas de nulle part. Dans l'Antiquité grecque, un feu sacré brûlait en permanence dans le sanctuaire d'Olympie, c'était en l'honneur d'Héra, et de même une flamme était placée au centre des banquets en l'honneur des vainqueurs. Ensuite, les courses au flambeau faisaient partie de certaines festivités religieuses, on appelait ça les lampadédromies. On a vu que le symbole antique est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, qu'en est-il de la symbolique actuelle de la flamme ? La communion du monde entier, Morgane, la paix, voilà les symboles qu'on retient aujourd'hui. Cette flamme qui a fait le tour du monde, qui est même allée dans l'espace en 96 ou sous l'eau en 2000 et maintenant en France. Pour Paris 2024, c'est encore toute une flopée de symboles. La flamme olympique fera le tour de France, y compris en Outre-mer, avant d'arriver à Paris, jour de fête nationale, symbolique évidente. Mais avant cela, la flamme passera par des lieux historiques, les grottes de Lascaux, le château de Versailles, le Mont Saint-Michel, petit passage à Orléans en l'honneur de Jeanne d'Arc, ou à Colombelles et deux églises pour Charles de Gaulle. Et cette flamme verra aussi de la nature, le parc du Verdon, la vallée du Mont Blanc, oui, et le pic du Midi. Mais de tous ces symboles, un des plus beaux, et je le crois sincèrement, c'est de faire arriver la flamme dans la plus vieille ville de France. Si vous ne le saviez pas, c'est Marseille. Elle a été fondée il y a 2600 ans par les Grecs. La boucle est bouclée. Eh bien merci Chloé pour ce petit cours d'histoire. Pour accueillir la flamme olympique, Marseille a prévu une arrivée en grande pompe. La cité phocéenne sera, on le rappelle, la première ville française à recevoir la flamme qui fera ensuite le tour du pays. Pendant 2 jours, elle défilera dans Marseille. La flamme sillonnera les lieux les plus emblématiques de la ville, en passant par le Vieux-Port, la Bonne Mère, le Stade Vélodrome, le Palais Longchamp ou encore la Corniche. Alors pour en parler, on a avec nous Léni. Salut Léni. Salut Aurélien. Pour cet événement qui est tant attendu, la ville a prévu un programme exceptionnel que tu vas nous détailler. Exactement Aurélien. Alors pour commencer, la flamme rejoindra les abords de Marseille à bord du mythique Belém, le dernier grand voilier français. Il sera accompagné d'un millier de bateaux dès 11h et arrivera dans la rade. La rade, c'est quoi ? C'est l'espace entre la chaîne de l'Estaque et Escalette. Après avoir fait son tour de plusieurs heures en saluant les piétons, le voilier entrera dans le Vieux-Port à 17h et sera amarré 1 heure plus tard. Et une fois que le bateau sera arrivé, comment les spectateurs pourront assister à l'événement ? Alors pour cette soirée si particulière, Marseille attend quand même près de 150 000 personnes. Donc on vous conseille d'arriver assez tôt si vous voulez admirer le premier allumage de chaudron olympique qui aura lieu à 18h.
car tout le monde peut y assister gratuitement. Pour l'occasion, le Vieux-Port sera entièrement piétonnisé et une piste d'athlétisme sera installée. Sur une centaine de mètres, cette piste empiétera sur le plan d'eau et sera aménagée pour accoster sur le quai du Vieux-Port. Pour observer cette flamme, vous pourrez donc aller sur les rives du Vieux-Port, mais aussi à l'entrée de la Canebière où sera placé un écran géant, puis sur l'esplanade du Mucem ou même au Palais du Pharaon. Il ne faudra donc pas obligatoirement se trouver au Vieux-Port pour assister à l'événement. Puis à partir de 19h, les spectateurs pourront assister à un concert sur l'eau. On y verra 3 artistes se succéder. Parmi eux, le chanteur Soprano devrait être la tête d'affiche. Puis pour finir en beauté, la soirée se terminera par un feu d'artifice tiré depuis le Vieux-Port vers 23h30 qu'on pourra voir de tout Marseille. Bon bah ça nous fait une première journée bien chargée quand même. Ah bah complètement, puis la journée du lendemain sera aussi très animée. La flamme olympique commencera son parcours dans la ville et sillonnera les rues marseillaises à partir de 8h30 et ce jusqu'à 19h. Tout au long de la journée, la flamme passera par de nombreux lieux emblématiques de Marseille. Parmi eux, la Marina Olympique, Notre-Dame de la Garde, la Corniche Kennedy ou encore le Stade Vélodrome. C'est quand même un sacré parcours. Et oui, au total, la flamme olympique parcourra 20 km avec pas moins de 44 Marseillais pour se la relayer. Parmi les porteurs de flammes, on retrouvera la légende de foot Jean-Pierre Papin, le joueur et la joueuse de l'OM Valentin Rongier et Jenny Perret, mais aussi le champion du cercle des nageurs de Marseille Fabien Gillot, ou encore le sportif de l'extrême Ara Khatchadourian. Bah, merci beaucoup Léni pour toutes ces précisions. Il a gravi le mont Everest, relié Marseille à Ereban en courant et ramé jusqu'à Beyrouth depuis Marseille. Une chose est sûre, Ara Khatchadourian est un sportif de l'extrême passionné. Le 19 juin, il sera également porteur de flammes au Mont Ventoux. Nous l'avons aujourd'hui avec nous sur notre plateau. Ara Khatchadourian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Merci. on va commencer, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu le porteur de flammes? J'ai reçu un mail, j'étais en train de m'entraîner au cercle des nageurs et je regarde mes mails pendant que je faisais du gainage et je me suis rendu compte qu'il y avait un mail de la Paris 2024 et je regardais, on me disait qu'il fallait remplir pour être porteur de la flamme et j'ai rempli et après j'ai reçu un coup de fil de la région Sud, c'était le président Renaud Muselier qui m'avait invité, qui a donné mon nom pour être porteur de la flamme. Je le remercie à toute l'équipe de la région Sud. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Et là, j'ai été invité aussi à la région pour la photo avec les 9 porteurs de la région pour la flamme. Comment on se sent quand on est choisi pour être porteur de flamme? On est honoré, on est fier? Honoré, fier, ému. Moi, je suis d'adoption. Je suis arrivé à 19 ans de Liban à Marseille. Et voilà, et ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux Marseillais, grâce à Marseille, grâce à la France. Chaque fois que je gravis un sommet, j'amène le drapeau de la France et le drapeau de Marseille pour remercier de la France de m'avoir accueilli, Marseille de m'avoir adopté. Et voilà, et c'était cerise sur le gâteau de porter la flamme, vraiment, c'était extraordinaire. Et en quoi ça consiste exactement? Ce sera quoi votre rôle le 19 juin? Je ne sais pas vraiment. Alors, on m'a dit d'être le 19 juin que je veux porter au Mont Ventoux. Et je l'ai fait déjà à vélo il n'y a pas longtemps, le Mont Ventoux. Et voilà, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Quelle heure, comment, etc. On n'a pas encore. Morgane nous l'a expliqué tout à l'heure, vous êtes un grand sportif. Du coup, ça représente quoi pour vous, les Jeux Olympiques, pour vous qui êtes sportif? L'athlétisme, c'est le sport. Et bon, moi, j'aime pas, ma philosophie, c'est de ne pas battre quelqu'un. J'aime pas mettre 2 personnes sur un ring pour se taper dessus et tout ça, qui est le plus fort. Je suis un peu contre ça, mais bon, moi, je veux porter pour la paix. Tout ce que je fais, c'était pour la paix. L'Everest, c'était pour la paix. Courir de Marseille à Erevan, c'était Run for Peace, courir pour la paix. Et quand j'ai ramé, c'était ramer pour la paix. Et non seulement ramer, c'est aussi humanitaire. J'ai récolté des fonds pour une association. Alors, je veux porter la flamme pour la paix. Et tout à l'heure, on parlait, et vous avez dit, c'est la flamme pour la paix. Et voilà, c'est surtout ça, pour moi, porter la flamme. Et j'imagine qu'en tant que sportif, vous devez suivre les Jeux Olympiques depuis un petit moment maintenant. Donc qu'est-ce que ça fait de passer de spectateur à acteur de ces Jeux? C'est génial. Ouais, je fais des conférences dans les écoles, collèges, lycées, dans les entreprises. Justement, je leur dis, soyez pas spectateurs, soyez acteurs. Et voilà, cette fois-ci, voilà, je suis à la fois les deux. Mais c'est super, c'est vraiment, c'est la reconnaissance
dans ce que j'ai fait, c'est voilà, c'est une forme de reconnaissance pour moi et c'est formidable. Est-ce que être porteur d'un objet aussi, vous avez appuyé dessus, objet aussi symbolique que la flamme, ça faisait partie de vos plans de carrière, c'était un objectif que vous vous étiez fixé ou vous n'y pensiez pas plus que ça? Pas du tout. Alors vraiment, je ne pensais pas porter la flamme un jour dans ma vie et Et j'étais participer très aussi. surpris. Ouais. Et participer aux Jeux Olympiques, ça vous a traversé l'esprit ou pas spécialement? Pas spécialement, pas spécialement, parce que je commençais tard, moi, je commençais à 40 ans. Le sport, parce que j'étais sportif, je jouais au basket quand j'étais très jeune, et à 40 ans, mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire, viens, je prépare le marathon du Liban, et c'est là que ça a commencé. Et j'ai dit, tiens, si je faisais ça pour la paix et pour transmettre. Et quand j'étais scout, ce que j'ai appris, c'est en arménien, c'est parsatsur, parsatsir, ça veut dire que quand tu élèves, tu t'élèves. Et aujourd'hui, mon but principal, c'est d'aller dans les écoles, collèges, lycées pour transmettre le goût de l'effort, le dépassement de soi. Et voilà, et c'est eux qui me donnent envie de continuer à relever des défis, c'est les jeunes. Voilà, quand j'ai dit jeunes, c'est de 5 à 105 ans. Hein. Ok. Et est-ce que vous voyez un lien entre l'alpinisme et l'olympisme, avec la même volonté du dépassement de soi? Exactement, hein. Pourquoi tous les 4 ans les Jeux Olympiques? C'est pour préparer un athlète, il faut 4 ans. Vous imaginez un peu le temps qu'il faut pour, Oui. par exemple, pour un nageur qui va nager en 30 secondes, ou le 100 mètres, ou le coureur, pour les 100, il va courir en 9 secondes, enfin 10 secondes. Euh, 4 ans d'entraînement pour faire une course qui va durer 10 secondes. Voilà, c'est ça ce que je explique aux jeunes, de dire comment ça se prépare, les défis que vous voulez lever. Quoi. Tout le monde son Everest, c'est pas important de gravir le plus haut sommet du monde, mais chacun, il faut qu'il fasse ce qui le fait rêver. Et ma formule, c'est rêver, aimer, oser, être déterminé, croire. Ça, c'est 5%. 95% de transpiration, de sueur, pour atteindre ses objectifs. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Araga Ouais, Katia merci Dorian. beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau ici à Logicam. On rappelle que vous serez l'un des porteurs de la flamme olympique et que vous la porterez le 19 juin prochain. Merci beaucoup. C'est moi. Vous êtes toujours sur le live des M de journalisme de Logicam. Notre thématique aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques à Marseille. Je suis Morgane et à côté de moi, c'est Aurélien. Après l'étape de la flamme olympique, Marseille devra accueillir un public venant des 4 coins du monde. Sécurité, transport en commun et logement, la ville est-elle prête à accueillir les touristes? Alors, se déplacer à Marseille relève parfois du parcours du combattant et pour les personnes invalides, c'est même un véritable calvaire au quotidien. Métro pas accessible, tram rempli ou bus trop haut. Les usagers en fauteuil sont souvent contraints de se déplacer seuls et sur la route. Maud Kéru a fait le trajet de la Belle de Mai jusqu'au Vieux-Port avec Karim qui est tétraplégique. Comment je passe là-bas? Donc vous êtes obligé d'aller sur la route? Oui. Oui, comme là, c'est fermé. Là. C'est l'emplacement pour la rampe du bus, mais là, il y a le poteau devant. C'est pas très intelligent. Voilà, là, c'est le cas typique, il faut que je revienne en arrière. Parce que je ne veux pas me détendre. On vient de passer par là. C'est pour ça que je ne monte jamais dans les trottoirs. Des fois, j'en veux et après, je m'énerve, donc il faut revenir pour faire la marche, pour faire des demi-tours. Voilà, là ça va. Et là, il y a la voiture qui me gêne. Donc on est obligé de passer Oui, par où? dans la route.
C'est dur parce qu'il y a du monde. Mais il y a des marches, il y a la rampe, mais il y a des fois où ils ne savent pas faire, où ils ne veulent pas la sortir, la rampe. On dans le bord, on a fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on roule? Oui. Et si on veut aller au stade Vélodrome? Alors, de 20 minutes. Cyprien Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille. On vient de voir à l'instant dans le reportage de Maud que le quotidien des personnes à mobilité réduite peut être assez, voire très compliqué. Comment vous réagissez à ça? Alors comment je réagis à ça? On réagit mal puisque ça fait des années. Bon, après on a une topologie à Marseille qui est assez particulière, hein. On a beaucoup de petites rues. C'est une vieille ville et on sait que voilà, il y a des quartiers où c'est difficile de faire autrement que d'être sur la route. Mais il est urgent et vraiment, en tout cas le printemps marseillais et M. Payan, notre maire, on a fait une obligation maintenant d'agir pour que les gens puissent se déplacer qu'on soit en fauteuil roulant, mais que l'on soit avec une personne âgée à qui on veut donner la main ou en poussette. Je veux dire, nous, quand on refait nos rues, maintenant, on essaye de sortir la voiture le maximum du trottoir pour pouvoir laisser la pleine place aux piétons. Là, on vient de l'apprendre ce matin, le stade Vélodrome sera accessible pour les personnes en situation de handicap. C'est la ministre Fadila Khattabi en visite à Marseille qui l'a annoncé. Des équipes de bénévoles seront présentes pour guider et faciliter la déambulation des personnes en situation de handicap. Quant à celles en fauteuil comme Karim, elles pourront accéder au stade grâce aux ascenseurs déjà existants. Cyprien Vincent, vous confirmez l'information de la ministre ? Tout à fait. Alors, tout ce qui se passera sur les JO à Marseille sera accessible PMR. On a donc une base nautique qui est totalement accessible, hein. Ça a été construite en fonction. Mais il faut savoir que le stade Vélodrome est accessible, hein. On a déjà des gens qui sont en PMR, Je précise en mobilité juste réduite. PMR, personne à mobilité. Oui, c'est important de le dire pour les gens qui ne le savent pas. PMR, c'est personne à mobilité réduite, souvent personne en fauteuil roulant. Quoi qu'il arrive, actuellement, les personnes comme ça peuvent aller, les personnes à mobilité réduite peuvent aller voir les matchs de l'OM, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, ce qu'on va essayer d'avoir en plus, et c'est ce qui est important, nous, dans Marseille, c'est d'avoir un héritage, c'est-à-dire qu'on doit avoir un accès des transports en commun jusqu'au stade Vélodrome beaucoup plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'il y a des voies qui doivent être encore créées, et on attend après cela, notamment après la métropole, pour qu'elle le mette en place. Okay. Balthazar, tu nous as rejoint, salut. Bonjour. Donc toi, tu vas nous parler d'une des grosses interrogations de ces JO. Oui, alors c'est pas le sujet le plus glamour du live, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. À un peu plus d'un mois de l'arrivée de la flamme sur le Vieux-Port, on va évoquer du coup le dispositif de sécurité mis en place le 8 mai et plus globalement lors de la quinzaine olympique. Actuellement, le plan Vigipirate est à son plus haut niveau et la menace attentat est prise au sérieux par le gouvernement. Donc à 4 mois des JO, on aborde avec vous, monsieur, bonjour, Bonjour. les mesures de sécurité qui vont forcément être renforcées. Merci d'être avec nous. Alors, comme on l'a évoqué avec Lénie, 150 000 personnes sont attendues sur le Vieux-Port à l'arrivée du Belém et de la Flamme Olympique. On parle quand même de l'ouverture des JO qui se passe à Marseille. Donc comment on se prépare pour sécuriser un tel événement ? La sécurisation se fait, c'est un travail qui se fait, c'est pas la mairie de Marseille hein, qui est aux manettes. On sait très bien que c'est la préfecture. Et là, c'est quelque chose d'assez particulier puisque c'est aussi le préfet maritime, puisque ça arrive de la mer. Donc c'est un travail qui se fait inter-institution, qui est un travail qui est fourni depuis déjà des années. Hein. On travaille sur le sujet depuis des années. C'est très mouvant puisque vous avez vu qu'on est passé au niveau le plus élevé de Vigipirate. C'est très compliqué à mettre en place.
c'est hors du commun. Ça sera la première fois qu'on aura 150 000 personnes sur une journée pour une arrivée de flamme. Enfin, c'est vraiment tout à fait singulier. Donc, Vous on êtes y fiers travaille. qu'elle arrive à Marseille? Alors déjà, je voudrais tenir à remercier la ville de Marseille s'est battue pour l'avoir. Vraiment, ça a été une lutte de haut lieu pour avoir cette arrivée-là. C'est Madame Samia Ghali qui a mené les débats et on est très heureux. Ça va être magnifique, ça va être un moment de partage. On a des événements et surtout... alors, je ne peux pas vous dire qui sera là parce que je ne le sais pas, mais on sait qu'on va avoir des beaux concerts, qu'on va avoir une belle fête et des belles surprises. Ouais. Vous avez parlé de la sécurité en mer, donc on évoque en fait un triple dispositif à Marseille avec une surveillance à la fois sur terre, en mer et dans les airs. Vous pouvez nous en parler? Alors, clairement, ça c'est vraiment à la main de la préfecture et du préfet maritime. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir on ne peut pas naviguer n'importe comment, n'importe où sur ce 8 mai. Donc, on sait qu'on a 1000 bateaux qui accompagneront le BLM. Ça va être magique. Je pense que vraiment, on ne se rend pas bien compte, mais le BLM est déjà magique à lui tout seul, accompagné de cette horde. Ça va être magnifique. Et on sait très bien que nous, sur le sol, on aura énormément de personnes, donc on va mettre et la police municipale, mais aussi la police nationale sur le qui-vive, et on aura aussi des drones qui survoleront. Enfin voilà, on a tout un dispositif de sécurité qui va être en place et qui va être très très sérieux. Donc il y aura des zones non accessibles en mer. Les zones en mer vont être très très surveillé, oui, on a, en fait, on arrive, le BLM arrivera des Calanques, de Cassis, et après on sait qu'on va faire un stop au Frioul. Voilà, mais déjà c'est une surprise, on va le découvrir et vraiment ça va être beau, vous en faites pas. Ok, j'ai un autre sujet sensible, celui de la vidéosurveillance dite intelligente. On sait que ça a été testé lors d'un match de foot ici à Marseille. C'est Michel Cadot, le délégué interministériel aux Jeux, qui l'avait annoncé en janvier dernier. Est-ce que vous savez ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ça va être mis en place lors de l'arrivée de la flamme ou même lors des JO? Alors, c'est quelque chose, moi j'ai des petites réticences sur ces sujets-là qui sont un peu libertaires. C'est quelque chose qui a été voté dans une loi qui a bougé avec les JO, et c'est à la main du ministère et de l'Intérieur. Donc nous on est très loin de ça, on sait que ça va se mettre en place, mais la façon dont ça va se mettre en place... Donc il y aura bien une vidéosurveillance intelligente à Marseille. Je vous laisse poser la question à M. Darmanin, qui pourra vous répondre. Très bien. Et on a une question, ce sera quoi le plan B en cas de fort vent? Et le plan B en cas de fort vent, pour la ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce que là ça souffle pas mal. Donc on le sait bien, on a des choses qui sont annulées dès ce week-end, on le voit bien. On n'a pas trop de plan B, on est avec... non, on a un plan B, mais on va pas en parler parce que voilà, c'est pas... Si on doit le faire, il va falloir qu'on mette en place des choses rapidement, et du coup, je préfère pas trop déflorer le sujet. Très bien. Alors 400 à 500 000 personnes sont attendues sur les sites de la Marina Olympique et du Stade Vélodrome. Tout ce monde, il va falloir assurer un peu leur déplacement. C'est l'autre grande interrogation de cette interview. En ce moment, on peut le dire, les transports à Marseille, c'est plutôt compliqué. Est-ce qu'on va être prêt pour l'été olympique? En tout cas, il y aura un effort de fait qui va être sans précédent. Voilà. Ça, c'est quand même très important. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a reçu une Coupe du Monde de rugby il y a moins d'1 an, et on a vu que ça n'a pas trop mal marché. Bon, même si c'est pas du tout la même chose, puisque ça dépend des matchs. Non, on ne peut pas dire qu'une Coupe du Monde de rugby soit un test. En elle-même, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le savoir, lors de la Coupe du Monde de rugby, Marseille n'avait jamais été aussi peuplée.
Le week-end où il y a eu 2 matchs, Marseille avait eu le maximum de personnes. Donc, et on n'a pas eu trop de problèmes. Là, ce qui est vrai, c'est que c'est non-stop sur la durée des JO. Donc on va avoir beaucoup de monde. Ce que nous, on a demandé, mairie, parce que vous savez que malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais en tout cas, c'est la métropole qui est aux manettes sur tout ce qui est déplacement et tout ce qui est voirie et tout ce qui est transport en commun. On a demandé des efforts comme jamais on a vu. On aura des renforts de bus, notamment pour aller du stade à la marina. On va avoir la création de pistes cyclables sur lesquelles on tient particulièrement, qu'on a aussi vraiment négocié pour les avoir. Donc on sera prêt et on n'aura pas de couac, c'est sûr. Par exemple, pour aller sur la corniche, les Marseillais ils connaissent bien le bus 83, c'est souvent bondé l'été. Est-ce que du coup il y aura un dispositif particulier pour accéder à la corniche? On aura même, je vais vous dire mieux, on aura une piste cyclable qui ira du stade Vélodrome jusqu'à la marina. Donc, c'est encore un exclu. Ça, je laisserai la métropole prendre la main pour expliquer ce qu'il en est. Bon, quoi qu'il en soit, comme je viens de le dire, on a demandé des efforts extraordinaires. Donc les bus seront... Vous attendez des effectifs rajoutés avec des rotations plus régulières. On a juste une petite question d'un viewer encore qui nous demande, on a évoqué la situation en terre, en mer et dans les airs, sur terre pardon, mais du côté de la cybersécurité, parce qu'on sait que c'est une menace qui est de plus en plus importante, il y a des mesures en particulier qui sont prises, des dispositifs? Je ne veux pas vous embêter, hein, mais la mairie de Marseille est quand même très loin de la cybersécurité des JO, qui est prise en compte. Non, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà un vrai souci sur la cybersécurité, parce qu'on a une défaillance un peu, mais c'est d'une entreprise, donc c'est vraiment du privé, et sur... vraiment, je ne vais pas prendre la parole là-dessus parce que c'est très loin de mes connaissances. C'est une menace quand même intrinsèques. Mais moi, en tant qu'adjoint au sport, j'en ai entendu parler. Donc ça veut dire que quand même, voilà, c'est pris en compte et on est bien au courant. D'ailleurs, on subit déjà régulièrement des attaques sur les ministères, donc c'est des choses qui se travaillent tous les jours. On n'est pas du tout sur le fait, on est bien au courant de tout ça. J'ai une dernière question par rapport, du coup on va revenir sur les transports. À Paris, le ticket d'un déplacement va passer de 2 à 4 euros. Est-ce que cela va augmenter aussi à Marseille? Je vous laisse poser la question à Madame Martine Vassal, qui est, présidente de la métropole, et de Madame Parce Pila, qu'a priori c'était annoncé que normalement on n'a pas le ticket n'allait pas augmenter. On n'a pas d'augmentation, mais on n'a pas les mêmes transports en commun qu'à Paris aussi. Donc voilà. Bon, non, de ma connaissance, non. On a une dernière question, allez-y. pareil, d'un internaute. Comment s'organisera la sécurité de l'arrivée de la flamme si l'urgence attentat se prolonge? C'est la préfecture qui a la main là-dessus et qui fera tout le nécessaire pour être en sécurité et pour que la flamme et les personnes qui viendront lors de cette fête soient en sécurité. On aura les renforts et du ministère et de l'Intérieur et de la ville de Marseille nécessaires pour avoir une sécurité totale sur l'événement qui va arriver le 8 mai, sur lesquels j'invite tous les Marseillaises et les Marseillais à venir, ça va être magique. Merci Cyprien Vincent, vous restez avec nous. Moi je laisse la main à Aurélien. On va parler de piste cyclable, c'est ça? Ouais, encore Merci beaucoup Balthazar. Du coup, l'accueil du public c'est bien, ça va faire beaucoup de monde à Marseille qui est déjà très sollicité l'été, on le sait. Alors pour éviter de chanter les sardines dans le métro ou dans le bus sous 35 degrés, parce que, petite parenthèse, mais il y a un été très très chaud qui est prévu à Marseille. Marie, salut. Qu'est-ce que la ville va mettre en place pour faciliter les déplacements? Alors, ça, c'est une question qui mérite notre attention, Aurélien, d'autant plus qu'on sait, les transports marseillais, ça rime pas toujours avec efficacité, même en temps normal. Donc on peut évoquer les bus rarement à l'heure, les fermetures de métro à 21h30, ou au hasard l'incendie du parking qui a raccourci les lignes de tram 2 et 3. Pour essayer de faciliter la tâche aux Marseillais, la métropole avait lancé un grand plan vélo en 2019. Donc c'est un projet d'ampleur qui doit être livré en 2030.
il y avait une étape intermédiaire en 2024, à savoir 90 km de pistes cyclables supplémentaires. Objectif, je cite, créer un accès facilité au centre-ville par les modes doux durant la période des Jeux Olympiques. Super initiative, ça peut vraiment offrir une alternative aux Marseillais pour alléger la fréquentation des transports en commun. Sur le plan écologique, c'est vertueux. Roule ma poule, non? Le problème, vous vous en doutez, c'est qu'à 4 mois des JO, on n'y est pas. Déjà, les fameuses étapes intermédiaires ont été repoussées à 2026. Ça fait un peu tard pour les Jeux. Le collectif Vélo en Ville a dévoilé une enquête de terrain en décembre dernier. Ce qui ressort, c'est que seulement 25 km de nouvelles pistes ont été aménagées sur les 90 prévues au total pour cette année. On n'est même pas à un tiers de l'objectif. Pour les JO, la métropole envisage maintenant des olympistes provisoires sur le modèle des coronapistes qui avaient été mises en place en 2020. Et on le verra rapidement. Ça serait déjà pas mal, non? Oui, c'est clair, ce serait déjà pas mal, mais ce serait mieux que rien en tout cas, sauf que là, on pédale un peu dans le vide. On n'a pas vu les infrastructures pour l'instant et on a évidemment des différends entre la métropole et la ville. Par exemple, regardez le boulevard Baille. Donc, c'est un projet qui ne figurait pas dans le plan initial publié en 2019, mais ça reste un axe dangereux pour les cyclistes. Les services de la métropole voulaient conserver le couloir de bus et les 2 voies de circulation pour les voitures. La ville demandait une piste sécurisée. Mais sur le boulevard Baille, il n'y a pas la place. Comment ils auraient fait? Justement, ils auraient supprimé la voie de bus. Argument, pas besoin de doubler la ligne de métro 1 qui circule déjà de Castellane à la Timone. La demande a été refusée parce que la métropole estime que les infrastructures existantes sont confortables. On peut rapprocher ça du fait que quand elle évoque 197 km de pistes cyclables à Marseille, c'est voies de bus comprises. Donc le collectif Vélo en Ville parle de 80 km de pistes sécurisées seulement. C'est plus de 10 fois moins qu'à Paris. Et pour finir, en 2019, la Fédération française des usagers de la bicyclette classait Marseille ville la moins cyclable de France. Cyprien Vincent, Marseille c'est la 2e ville de France, mais pourtant c'est la grande ville avec le moins de pistes cyclables. Comment on explique ça? Ah, c'est un héritage. C'est une vision du tout voiture depuis des années et des années. Vous n'êtes pas sans savoir que, vous l'avez dit très justement, les pistes cyclables, c'est pas la mairie, c'est la métropole. Voilà. La métropole, elle s'occupe de tout ce qui se situe entre un immeuble jusqu'à l'autre. C'est-à-dire que si c'est sale, si il n'y a pas de trottoir, si il n'y a pas de piste cyclable, eh ben en fait, il faut demander à la métropole. La métropole, pour moi et pour les gens qui sont un peu au courant de tout ça, en fait, c'est un outil. On n'est pas sur un lieu de politique. Malheureusement, depuis des années et des années, cette métropole est un lieu hautement politique et qui empêche notamment, vous n'avez qu'à voir le nombre de financements qui sont prévus. Chaque Marseillais a 180 €. Quand quelqu'un de la Phare les Oliviers, c'est 1200. Enfin, c'est honteux. C'est honteux la façon dont elle est dévouée. Et on a une question aussi sur le chat, encore une fois. On nous demande si des pistes cyclables vont être construites en seulement quelques semaines. Vous avez parlé tout à l'heure de celle qui reliera le stade Vélodrome. Nous, on l'a demandé à la métropole de le mettre en place. C'est possible de construire ces pistes cyclables là les pistes cyclables, ça peut aller très vite en fait. La piste, c'est pas pareil qu'une bande cyclable, parce que c'est quand même. On parle de pistes cyclables quand on a des bandes cyclables sur des trottoirs, ce qui est interdit par la loi en fait. Donc ça fait partie des 190 km. Donc on est sur ce niveau-là enfin, je ne vais pas dire incompétence, mais bon, je ne le pense pas. Juste, vous avez parlé tout à l'heure de cette piste cyclable qui doit relier le stade Vélodrome. Il y en a d'autres dans les tuyaux Il y en a une qui se met en place quand même. Celle-là, on a eu de haute lutte et elle, par contre, elle va rester. C'est celle qui va parce qu'elle devait rester de la Marina jusqu'au rond-point du Prado. Okay. Et on l'a demandé qu'elle soit poussée jusqu'à l'escale Borelli. Et donc on a une piste cyclable qui se met en place là. Les travaux sont déjà en train d'être faits. Et celle-là, c'est une piste qui va pouvoir rester. Super. Marseille s'apprête à accueillir des milliers de spectateurs. Pour se loger, ils vont très sûrement se tourner vers Airbnb. Alors que la plateforme est déjà au cœur des débats, le nombre de logements loués va donc augmenter et leur prix aussi.
Paul, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette forte demande va poser problème pour Airbnb? Mais écoutez, déjà aujourd'hui, qui dit hébergement de courte durée dit Airbnb. Et à la veille des JO, la plateforme est au cœur des interrogations, mais aussi des craintes. Déjà, il faut savoir que la start-up californienne fait grandement débat à Marseille depuis des mois déjà. Le nombre d'appartements loués y a largement augmenté, précisément de 23% entre 2021 et 2022. Alors, les propriétaires sont accusés de tuer le quartier. Pour vous dire le malaise, certains d'entre eux ont vu leur appartement tout bonnement saccagé. Et mais du coup, c'est pas les Jeux Olympiques qui vont redorer l'image des propriétaires. Et non, pas vraiment. Déjà, les appartements en location courte durée se sont multipliés à l'approche des Jeux, et de manière parfois drastique. Le baromètre de l'ICAON IMO estime, par exemple, que les offres ont augmenté de 131% dans le 6e arrondissement entre janvier et février 2024. Déjà, ces chiffres ne vont pas plaire aux anti-Airbnb, mais ils traduisent un autre problème, celui de nombreux propriétaires d'appartements loués en longue durée qui vont passer leur appartement sur Airbnb. Ils ont filé le bon coup, sauf que, comme vous le savez, nous sommes en pleine crise du logement, et ce phénomène va donc réduire l'offre, sans parler des locataires qui n'ont pas vu leur bail être renouvelé. Est-ce que les pouvoirs publics tentent d'encadrer Airbnb? Alors oui, tout à fait, la ville a pris des mesures pour tenter d'endiguer le phénomène. Il y a quelques mois, notamment, elle a créé une brigade spéciale de policiers municipaux. Son but, s'assurer que toutes les annonces soient conformes avec la loi et qu'elles soient bien déclarées. Parce que oui, pour louer un appartement à Marseille, il faut le déclarer à la mairie. Et donc ces contrôles vont se multiplier, notamment pendant les Jeux Olympiques. Et qu'en est-il du prix de ces appartements? Alors écoutez, plusieurs propriétaires ont dit vouloir augmenter les tarifs de leur logement, c'est normal. On avait déjà pu voir ce phénomène lors de la Coupe du Monde de rugby, où les prix étaient montés jusqu'à 800 € pour un studio à Saint-Charles. J'ai donc cherché un appartement à Marseille à partir du 26 juillet, date, donc comme vous le savez, du début des Jeux. Et déjà, on peut dire qu'il reste une centaine d'appartements disponibles. Ensuite, effectivement, les prix sont plutôt élevés, notamment autour de la marina, donc qui va accueillir des épreuves. Il faut compter au moins 150 € pour une nuit, et ça peut aller jusqu'à 700. Mais il faut aussi relativiser. Il y a des appartements vers le Vieux-Port qui sont à partir de 50 € pour une nuit. Donc, pour conclure, il est encore largement possible de trouver un appartement à Marseille pour les JO à des prix raisonnables. Merci Paul. Cyprien Vincent, je me tourne à nouveau vers vous. On a d'abord une question qui est arrivée. Les athlètes, ils vont loger où à Marseille, les athlètes Il y a plusieurs endroits. On a, c'est vers le parc Borély, sur un hôtel qui est à Tenan, où on aura beaucoup d'athlètes qui seront là. Et après, c'est un peu dispatché comme on a pu en fait, parce qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas on n'a pas beaucoup d'hôtels, du coup ça n'a pas été évident de les mettre tous en même temps. Autre question, cette fois elle concerne un peu plus votre secteur, puisque Paul tout à l'heure nous a expliqué qu'entre janvier et février de cette année, les offres d'appartements ont augmenté de 131% dans le 6e arrondissement. Elle est comment la situation Ils ont augmenté sur Airbnb. Sur Airbnb, oui, sur Airbnb. Sur la location de courte durée pour les vacances. Ce qui est très intéressant et ce qui a été dit, c'est que la ville de Marseille, et on est une des premières à le faire, c'est qu'on a mis en place une police pour juguler en fait, l'effet de Airbnb. Hein. C'est-à-dire que on a le droit de louer son appartement, on part 5 semaines en vacances, on a le droit de louer 5 semaines. Le but, c'est de trouver les personnes qui font ça de leur vie, c'est-à-dire que c'est leur métier, sans le dire, sans le déclarer, et qui font augmenter le prix des locations et à courte durée, mais aussi à longue durée. C'est la première, c'est ce qui est de plus, l'habitation, c'est ce qui est de plus injuste. Les personnes qui n'arrivent pas à se loger, c'est ce qui est le plus dur dans une vie. D'abord on se loge, après on mange. C'est extrêmement important. Et la ville de Marseille est extrêmement avertie et surtout elle est extrêmement vigilante sur le fait d'éviter l'augmentation du prix des loyers. Bon, côté logement, on a bien compris, il va y avoir une forte demande dans les mois, dans les semaines qui vont arriver. Parce que c'est un événement sportif quand même hors du commun, comme on le répète depuis tout à l'heure. Martin, salut. Salut. Je crois que toi, tu voulais savoir si c'était encore possible d'assister aux JO en s'y prenant si tard.
Ouais, exactement. Donc je vais assister aux JO à Marseille. Bon, j'avoue, je m'y prends tard. Les JO, c'est dans 3 mois. Mais les histoires de billetterie ouverte il y a un an, j'avoue, ça m'angoissait un peu et je savais pas où j'étais, où je serais dans un an. Donc comme beaucoup de gens, je m'y prends tard. Je suis étudiant, donc j'ai un budget, on va dire, on va partir sur 50-60 euros. Et je suis fan de foot. J'ai appris qu'il y avait des matchs à Marseille. Le premier, c'est le 24 juillet. Et en plus, c'est la France, donc contre les États-Unis. Donc je suis allé sur la billetterie et j'ai trouvé des places à 30 euros. J'ai regardé où se situaient ces places. Donc pour ceux qui s'y connaissent, les amateurs de vélodrome, c'est en virage, donc c'est sur les côtés et c'est plutôt situé en hauteur. Donc voilà pour les places à 30 euros. Pour le reste, pour ceux qui ont un budget qui est plus important, donc 100 euros, il y a aussi des places mais qui se situent vraiment dans l'axe du terrain. Là, la vue elle est parfaite. Mais il faut dépenser 100 euros, donc pour ceux qui ont le budget, vous pouvvais encore y aller, il y a des places. Toi, tu as un budget de 50 euros, donc il te reste que 20 euros à dépenser. Ouais, là il me reste 20-25 euros à dépenser, donc je me suis dit pourquoi pas aller voir du côté de la voile. Il y a 10 épreuves qui se déroulent à Marseille, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de découvrir ce sport. Je sais pas si vous avez vu des images, enfin moi je connaissais pas et je vois des images de voile, tu as l'impression qu'elle vole sur l'eau, donc c'est assez impressionnant. Et j'ai vu qu'il y avait des places à 24 euros, donc je me suis dit parfait, mais en fait quand on arrive sur le site, j'ai pas réussi à en prendre, en fait on peut plus cliquer, donc je pense qu'il y en a plus, donc je pense qu'il y en aura possiblement dans les sites de revente, mais j'ai pas pu en prendre, et j'ai regardé pour les 10 journées de compétition à Marseille, en fait on peut plus en prendre. Donc à ce moment-là, il me reste toujours 25 euros, je ne sais pas quoi en faire, donc je retourne à mes premiers amours, le foot. Je retourne sur la page du foot et il y a un match qui m'attire, en fait, c'est un quart de finale de la compétition féminine. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si l'équipe de France finit deuxième de son groupe, jouera ce match. Et niveau prix et placement, on est exactement comme la première place que j'ai prise, donc 30 euros, située en virage, assez haut. Donc j'ai pris cette place. Et voilà. Du coup, tu t'en sors bien, non? T'es content de tes achats quand même? En vrai, je suis content de mes achats, mais le gros point négatif, c'est que je vais pas avoir un sport symbolique des JO comme l'athlé, le judo, et je vais pas découvrir la voile. Mais bon, l'athlé, le judo, fallait être à Paris, ou faudrait que j'aille à Paris, donc bon, ça, j'y peux rien. Et le point positif, c'est quand même que j'en ai pour 60 euros et que je vais voir au moins une des deux équipes de France, donc ça va. Bah ouais, pour 60 euros, franchement, ouais, ça va. fait. Hein. Et j'ai pas mentionné, enfin j'en ai un peu parlé, mais il y aura aussi des sites de revente, j'imagine, qui vont s'activer à l'approche des JO pour les retardataires comme vous et moi. Et donc on verra bien ce qui s'y passe. Peut-être que sur Twitter aussi, enfin sur X, il y aura des places. Peut-être qu'il y en a certains qui vont les vendre super cher aussi. Ça, on n'y peut rien. Ouais. Merci beaucoup Martin. Cyprien Vincent, vous confirmez, même en s'y prenant dernièrement, je pourrais suivre des épreuves à Marseille? Bien sûr, et puis c'est pas n'importe lequel. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est que ça commence le 24. C'est-à-dire que c'est la première épreuve des JO. C'est avant le début officiel. Avant le début officiel, et c'est l'équipe de France. Je veux dire, tout qui commence à Marseille. On espère qu'il y aura Griezmann. Enfin, c'est quand même une belle fête qui nous attend. Tout à l'heure, mais c'est vrai que. On a une autre question, pareil, d'une personne dans le chat. Est-ce que depuis la côte, on va bien voir les épreuves de voile, vous pensez? Alors, il y a plusieurs solutions. En fait, ça va dépendre surtout du temps qu'on aura. Et selon le temps qu'on aura, on aura des possibilités de disposition de courses qui pourront être plus ou moins proches et plus vers je dirais vers le Frioul ou vers les Goudes ou plus vers la Côte Bleue. Donc en fait, on va avoir une très belle vue, notamment de la Corniche, etc., mais un peu lointaine. De toute façon, pour l'avoir vécu avec le Test Events qui a eu lieu l'année dernière pendant l'été, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un temps magnifique. On a eu tous les temps, gros vent, pétole, etc. Et tous les acteurs que j'ai vus qui ont participé au Test Events ont dit que c'était une baie magnifique et un endroit de jeu extraordinaire. Donc ça, c'est très important. Et après, pour revenir sur le billet, c'est sold out sur 12 000 personnes chaque jour. Ouais. En fait, c'est des billets qui étaient les moins chers des JO. Ce qu'on sait, c'est que
beaucoup de billets vont être revendus parce que c'est des billets qu'on achetait pour pouvoir avoir d'autres billets. On sait qu'on a des billets très chers, notamment sur l'athlétisme, etc. Et on est obligé d'acheter trois billets en même temps. Et du coup, on prenait le moins cher. Donc les JO pensent qu'ils vont avoir beaucoup de reventes de la voile. Donc on pourra y accéder aussi. Et pour terminer, une dernière petite question. Vous vous sentez comment, vous, les JO? Vous pensez qu'il y a un peu d'engouement quand même à Marseille? Personnellement, vous les voyez... Personnellement, mais c'est extraordinaire. Fierté aussi, j'imagine. Et les prochains, ce sera dans 150 ans. Mais il faut profiter de ce moment magique. En fait, ça va être... une vision de Marseille extraordinaire, hein, l'arrivée de la flamme, nous on est très heureux, mais les JO, c'est le moment où on regarde des sports qu'on voit pas d'habitude. Et on voit la voile, et on voit, ça sera chez nous, c'est extraordinaire. Donc, on a un moment magique de sport. Et nous, ce qu'on espère vraiment, mairie de Marseille et en tant qu'adjoint au sport, c'est d'avoir un héritage. C'est-à-dire que la base nautique qu'on va avoir va passer de 1 personne à 3 personnes. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire de la voile pour 3 personnes, là où avant on n'en pouvait qu'une personne. Donc, ce qu'on veut, c'est un héritage de ce moment qui va être magique. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Cyprien Vincent. Plaisir. On rappelle que vous êtes adjoint à la mairie du 6e et 8e arrondissement. Tout à fait. Vous êtes toujours sur le live Twitch DM2 journalisme de JCAM avec Morgane. Notre thématique, donc, les Jeux Olympiques. On a vu niveau transport, c'est ok, on sait à quoi s'attendre, niveau logement aussi. Maintenant, on va voir si la ville est prête à accueillir la compétition. Et oui, il n'y aura pas que des épreuves à Paris, il y aura aussi à Lille, à Tahiti et bien sûr à Marseille, à commencer par le foot. Alors Clément, est-ce qu'on verra Kylian Mbappé cet été à Marseille? Eh bien pas sûr du tout Morgane, car si Kylian Mbappé signe au Real Madrid comme c'est prévu, il n'aura pas l'accord de son nouveau club pour participer aux Jeux. Selon les informations révélées par le journal L'Équipe, le Real Madrid a écrit à la Fédération française de football pour l'avertir qu'aucun de ses joueurs ne sera autorisé à disputer les JO. Un courrier qui met donc fin aux espoirs de Kylian Mbappé de participer au tournoi de football olympique, une compétition qui débutera donc le 24 juillet, soit 2 jours avant la cérémonie d'ouverture, par le match de l'équipe de France contre les États-Unis au Stade Vélodrome. En tout, les Bleus y joueront au moins 2 matchs, très certainement sans Mbappé, mais peut-être avec Griezmann et Giroud qui ont fait part publiquement de leur envie de jouer les JO avec la sélection tricolore. Une sélection qui est particulière puisqu'elle est composée majoritairement de joueurs de moins de 23 ans, avec la possibilité néanmoins d'y intégrer 3 joueurs de plus âgés. Niveau foot masculin, c'est bon, mais cet été, Marseille recevra aussi 5 matchs du tournoi de foot féminin. Mais pas ceux de l'équipe de France. Et en tout cas, pas avant les quarts de finale, et seulement si les coéquipières de Ginny Le Sommer terminent 2e de leur groupe. Si elles finissent premières, en revanche, elles pourraient jouer leur demi-finale au Stade Vélodrome. Ça fait beaucoup de si, mais c'est pas impossible, vous l'avez compris. Une chose est sûre, Marseille accueillera quand même les épreuves de voile. Ça se passera du coup à la Marina, on en a parlé tout à l'heure, pendant 12 jours, entre le 28 juillet et le 8 août. Les célèbres plages du Prado vont se transformer en village olympique. En tout, 330 athlètes de 40 nationalités différentes sont attendues sur la rade de Marseille. Et la particularité de ces épreuves olympiques, c'est que les compétiteurs s'affrontent sur des embarcations identiques, ce qui rebat les cartes. Et il y a des chances de voir des Marseillais briller à domicile? Oui Aurélien, bien sûr, avec les 2 néo-marseillais, Camille Lecointre et Jérémy Mion. La première s'est installée dans la cité phocéenne il y a 2 ans. Ça remonte à un peu plus longtemps pour le second qui a posé ses valises à Marseille en 2012. Du haut de leurs 2 médailles de bronze olympiques de l'année à Rio en 2016 puis à Tokyo en 2021 en dériveur double mixte, ils tenteront cette fois-ci de décrocher l'or. Un défi immense à leur portée car aucun équipage ne domine au niveau international. Autres sportifs qui évolueront sur leur terre, la jeune athlète de haut niveau de planche à voile en Nike Foil, Marion Couturier, et la pensionnaire du club de voile de la Paye, Amélie Rioux. Si pour l'une, l'objectif sera d'emmagasiner de l'expérience devant son public, pour l'autre, engagé dans la catégorie des 49 ERFX, l'objectif sera clairement la médaille, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup Clément. À noter que comme la voile et le foot ne seront pas représentés aux Jeux paralympiques, il n'y aura du coup pas d'épreuve paralympique à Marseille. Pour cette édition 2024, les Jeux Olympiques ont déjà réussi une épreuve, celle de la parité. En effet, 5000 femmes et 5000 hommes vont concourir entre Paris et Marseille cet été. Alors Célia, bonjour. Bonjour. Alors du coup tout d'abord, c'est important... Je crois que les sportifs ne sont pas complètement ex aequo. C'est vrai, Avec bonne remarque en effet. Malgré cette égalité parfaite dans les nombres. Alors c'est vrai car tout d'abord c'est important de souligner les efforts qui ont été faits par les comités d'organisation.
Avec une participation de 50% cet été, les femmes sont plus présentes que jamais aux Jeux Olympiques. Elles ne représentaient que 2% lors des premiers Jeux qu'elles ont pu faire en 1900 à Paris, et elles étaient ensuite 23% à Los Angeles en 84, puis 48% à Tokyo en 2020. Une belle avancée donc. Concernant les disciplines des Jeux, par contre, il y a eu certaines règles qui ont bien été appliquées. 56 femmes et 56 hommes vont bien concourir aux 100 mètres. Et pour le 50 km marche, qui était longtemps réservé aux hommes, c'est désormais devenu un relais mixte. Et à Marseille, la parité aussi, elle est respectée? Tout à fait Aurélien. Chez nous, la parité va aussi faire son entrée, avec 3 nouvelles épreuves de voile mixte. Et côté foot, Marseille accueillera 10 matchs autant de tournois féminins que masculins au Stade Vélodrome, du 24 juillet au 6 août. Et pour clore cette nouvelle résolution, cet été, les JO se termineront par l'épreuve féminine du marathon. Habituellement, ce sont les hommes de cette même discipline qui les clôturent. Un changement qui est donc très symbolique. Que des bonnes nouvelles pour les sportives. Et il y a quand même quelques nuances à apporter, non Célia? Oui Morgane, il y a quelques nuances. La parité dans les jeux, elle est respectée dans l'ensemble, mais pas toujours au sein des disciplines. Déjà, comme tu l'as souligné tout à l'heure Aurélien, on note que les Jeux paralympiques ne sont pas concernés par l'égalité femmes-hommes. Selon le comité d'organisation, il est, je cite, « difficile de s'engager compte tenu des différentes catégories liées aux natures des handicaps ». Autrement dit, dans certaines disciplines, il n'y a pas assez de femmes pour atteindre la parité. Et concernant les Jeux olympiques, si le 100 mètres fait 50-50, la lutte gréco-romaine, elle, ne présente aucune femme, et à l'inverse, aucun homme ne concourt en gymnastique rythmique, qui en fait une épreuve 100% féminine. Des nuances, il faut enfin en apporter dans l'encadrement des épreuves. On parle ici des arbitres, entraîneuses et dirigeantes. Et là encore, ça pêche. En France, sur les 36 fédérations de sport olympique, il y en a seulement 4 qui sont dirigées par des femmes. Et parmi ces femmes qui participeront au JO 2024, Clément en a parlé tout à l'heure, il y a notamment la voileuse Amélie Rioux, et Célia, tu es allée la rencontrer. Tout à fait, elle est l'une des espoirs dans la catégorie des 49 ERFX, un modèle de dériveur léger. Je l'ai interviewée pour avoir son avis sur cette parité toute nouvelle qui a fait son entrée dans les Jeux. Je m'appelle Rioux, j'ai 30 ans. Je suis bretonne d'origine, du Finistère, et maintenant ça fait 3 ans que j'évolue à Marseille pour préparer ces Jeux Olympiques en 2024. Donc mon support c'est le 49er FX, c'est un double 100% féminin. Donc il y a une barreuse, une équipière, donc moi je suis équipière. Depuis cette préparation olympique de 2024, des Jeux de Paris 2024, il y a un support mixte qui s'est développé. Donc c'est la première, ce sera la première dans la voile. Mais en tout cas, si je vous parle plus précisément de mon support, moi c'est 100% féminin et les hommes sont d'un côté. Donc ce qui change en fait, c'est qu'on a des tailles de mâts différents, puisque les gars ont des gabarits plus importants que nous. Donc du coup, on ne court pas avec les garçons. Pour les JO de 2024, c'est 50-50 entre les hommes et les femmes, et dans le passé c'était pas le cas, donc on peut souligner quand même ces progrès qui sont non négligeables. Je me bats plus pour une parité, plus que pour des projets par exemple 100% féminins, quoi. Moi je crois aussi en la valeur ajoutée que les hommes peuvent nous apporter. Je crois aussi en ma valeur ajoutée à ce que je peux apporter à un public masculin. Et voilà, je suis pour ces échanges entre les hommes et les femmes, et pas cloisonner des projets 100% féminins, 100% masculins. Je trouve que c'est pas forcément aller dans le bon sens. Aujourd'hui, je fais partie d'une équipe où on est 5 hommes à bord et une femme, enfin 5 hommes, une femme. Bon bah voilà, j'aimerais bien que ce soit 3 femmes, 2 hommes à des postes clés. Je côtoie forcément des gars qui ont connu avant ce support 100% masculin et qui aujourd'hui naviguent avec des femmes. Et voilà, il n'y a aucun préjugé ou quoi que ce soit. Il y a forcément une adaptation, hein, mais c'est vrai dans les deux sens. Et voilà, je me bats un petit peu pour que pour les femmes derrière moi, elles ont accès de manière peut-être un peu plus facile qu'aujourd'hui à certains postes importants dans la voile professionnelle notamment. Plus tard, je pense que l'avenir de mon support, c'est de tendre vers un support mixte, où voilà, il y aura une fille soit à la barre, soit en équipière. Donc ça, ce sera chacun qui se répartira, mais en tout cas, je crois en cet avenir. Merci beaucoup Célia, et merci aussi Clément.
Merci à vous. Vous êtes toujours sur le live des M2 journalisme de Logicam. Notre thématique aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques à Marseille. Je suis Morgane et à côté de moi, c'est toujours Aurélien. N'hésitez pas à réagir sur le Twitter, sur X avec le hashtag JO Marseille Logicam. Bon, parlons peu, parlons bien. On n'est pas tous forcément des grands sportifs, mais une chose est sûre, la fête, ça parle à tout le monde. Et dans ce genre d'événement, c'est souvent une réussite. Alors, comment va-t-on faire la fête cet été à Marseille ? Alors, on en a parlé, Marseille organisera des épreuves de voile et des matchs de foot, mais qu'en pensent vraiment les Marseillais? Est-ce qu'ils sont heureux d'accueillir les JO? Eh bien, Victor et Valentin sont allés sonder les habitants de la cité phocéenne. Bon, le reportage arrivera un tout petit peu plus tard. Valentin, en attendant, tu nous as rejoint sur le plateau. Salut Valentin. Salut. Du coup, apparemment, bon, on le verra dans le reportage tout à l'heure, les habitants ils semblent mitigés à l'idée des Jeux Olympiques. Pourtant, ils étaient beaucoup plus dans l'ambiance pour la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Bon, on va le lancer. Tu nous répondras après le reportage, ça te va? Pas de soucis. On va voir ce qu'en pensent les habitants de Marseille. Du coup. Dans 4 mois, Marseille accueille les Jeux Olympiques. Quel est l'engouement dans la ville autour de cet événement? Nous sommes allés poser la question aux Marseillais. Je sens dans mon cœur que ça va être formidable. Voilà, j'espère. Bah oui, c'est bien, mais je veux dire là pour le moment, il n'y a rien quoi. Enfin, c'est plus la saison elle a commencé à venir quoi. Ouais, il est encore trop tôt. Ouais, je pense. Quand on était capitale européenne de la culture, on a su gérer le flot de gens. Non, on sait faire. Donc tout va bien se passer? Tout va bien. Oui, bien sûr, je vais passer mon été dehors. Ouais, tu vas suivre quand même... Oui, je vais suivre l'engouement des JO. J'ai pas d'engouement pour les Jeux Olympiques sur Marseille. Moi, personnellement, je ne me sens pas vraiment concernée. Vous allez essayer de voir des épreuves de loin, en passant, voir l'ambiance? Non. Ça vous intéresse pas? Non, pas trop. Il y a des travaux partout. Hein. Ouais. Quand on suit la corniche, tout, c'est waouh. On voit surtout que la ville est totalement en travaux depuis plusieurs mois et que pendant 15 jours, ça va être la galère totale sur la route. Moi, rien que les transports pour aller au travail, je sais que moi je vais travailler cet été, sachant que j'habite ici dans le premier et je prends le métro pour aller au rond-point du Prado, donc je pense que vraiment je vais galérer rien que pour aller au travail. Ouais, ça va être dur pour toi. Ouais, c'est ça, je pas hâte. C'est un événement sportif comme les autres, ou même moins que les autres, mais c'est pas la Coupe du Monde de football. Bon, du coup, ça y est, on a pu voir ce reportage. Comme je le disais, apparemment, les habitants de Marseille sont mitigés à l'idée des JO. Et comme je le disais aussi, ils avaient l'air un peu plus chauds pour la Coupe du Monde de rugby en fin d'année dernière. Ouais, c'est bien ça. Pour les JO, peut-être pas assez de communication, encore trop tôt, ou des problématiques économiques et écologiques qui dérangent. Autant de raisons qui participent au manque d'intérêt autour de la compétition à Marseille. Alors beaucoup d'habitants de la cité phocéenne nous ont aussi parlé de la galère que pourraient être les transports cet été à Marseille. Aujourd'hui, les Marseillais sont privés de métro à 21h30 du lundi au jeudi. Alors rassurez-vous, pendant la compétition, le métro circulera normalement jusqu'à minuit 30. La RTM n'a pas encore communiqué sur une augmentation potentielle des fréquences. Et combien de personnes sont attendues à Marseille cet été? Eh ben, les estimations ne sont pas encore tombées. Y aura-t-il autant de monde à Marseille pour les JO que pour la Coupe du Monde de rugby? Lors de la venue du pape en plein milieu de la compétition, Marseille avait accueilli 350 000 personnes sur 4 jours. Alors difficile d'imaginer un nombre de visiteurs aussi important pour les JO. Les épreuves de voile dureront 12 jours et les tribunes installées le long de la corniche accueilleront 12 000 personnes, ce qui nous fait un total d'au moins 144 000 spectateurs pour assister aux épreuves de voile. Et le Vélodrome, lui, accueillera 10 matchs de football. Donc dans la ville, des affiches anti-JO 2024 et anti-JO d'hiver 2030 fleurissent sur les murs. Elles dénoncent un investissement financier trop important et regrettent les conséquences écologiques de la compétition. À Marseille, au Palais de la Bourse, de nouvelles affiches plus positives fleurissent également et annoncent fièrement les épreuves des JO. C'est une vitrine pour la ville dans une ambiance pourtant contrastée. Alors les spectateurs des Jeux Olympiques arriveront-ils à rendre la compétition aussi festive que la Coupe du Monde de rugby à l'automne dernier? Pour l'instant, la ferveur des grands événements semble être retombée. L'arrivée de la flamme olympique dans la ville le 8 mai prochain
peut créer le sursaut, peut créer l'engouement à Marseille, car pour l'instant cette compétition est loin d'être une fête pour les Marseillais. Merci beaucoup Valentin. Loin d'être une fête pour les Marseillais, mais quoi qu'il arrive, ce sera une fête quand même. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et à Marseille, on sait s'amuser, Zéna. Salut. Salut. À la plage, au bar ou même au musée, toi tu vas nous présenter le guide pour passer des bons JO à Marseille. Oui, alors au programme de la fête d'abord, il y aura une fan zone qui sera installée du 24 juillet au 1er août prochain. C'est l'occasion pour les fans inconditionnels des Jeux de se rassembler sur les plages du Prado. Ça s'appelle le Club 2024, ça fera 5000 m² et ce sera au sud des épreuves de voile. Alors c'est gratuit, il y a une capacité d'accueil de 2000 personnes par jour. Il y aura une scène, des écrans géants pour retransmettre les épreuves, mais aussi des animations et des challenges sportifs, bien évidemment. On n'oublie pas, on est quand même à Marseille. Et j'ai aussi vu qu'il y aura des conférences, des journées thématiques et des expos. Je sais pas vous, ça peut être sympa à faire, on sait jamais. Hein. Ambiance garantie selon la mairie de Marseille. Ok, mais les bars dans tout ça? Alors, ils seront toujours au rendez-vous, comme d'habitude. En attendant de savoir quels bars décideront de retransmettre les épreuves de foot et de voile, il y en a déjà un, c'est le Gala, la Valentine, dans le 11e, qui propose des soirées spéciales pour les JO et c'est sur réservation. Bon, la fête, les bars, tout ça, c'est bien, mais un peu de culture peut-être quand même. Ça s'appelle les Olympiades culturelles, on ne peut pas trouver meilleur nom. C'est une programmation qui veut allier art et sport. C'est déployé avant les JO dans toute la ville, dans les musées, dans les bibliothèques et les lieux sportifs, au musée d'art contemporain ou à la bibliothèque de l'Alcazar par exemple. Le but de cette programmation, Morgane et Aurélien, c'est de mettre en avant des valeurs communes comme l'amitié, le respect, l'excellence, l'universalisme. En fait, l'idée, c'est de montrer que le sport peut aussi être vu comme de l'art. Donc c'est ouvert à tous, petits et grands. Il y aura des expos, des visites, des rencontres, des projections et des spectacles. Et on peut même s'inscrire à une newsletter dédiée pour ne rater aucun événement. Et Zéna, une recommandation particulière à nous faire? Ouais, pour finir, je vous ai fait une petite sélection personnelle. L'expo Marseille et le sport, corps et histoire en mouvement au musée d'histoire de Marseille à partir d'avril. C'est sur l'implantation du sport dans la cité phocéenne, du jeu de paume à Zizou en passant par le vélodrome et la pétanque. Tout y passe et je pense que ça promet. Enfin, il y a mon petit coup de cœur d'exposition. Ça s'appelle Championne, c'est du 13 mai au 17 septembre. C'est un projet photo qui est en partenariat avec le comité d'organisation. Ça rassemble 4 rencontres entre 4 athlètes féminines olympiques et paralympiques et 4 photographes. Ce seront des séries de photos à retrouver dans les équipements sportifs municipaux, par exemple au gymnase Charpentier, au complexe Jean-Bouin ou au stade Lumini par exemple. Ok, donc c'est un programme chargé qui promet d'être sportif et festif. Bien sûr. Merci beaucoup Zéna. Bon, ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toi Morgane et surtout joyeux anniversaire. Merci Aurélien, merci à tous les chroniqueurs, à nos 2 rédacteurs en chef, Chloé et Victor. Merci à Isa à la régie. Merci à Clément et Jocelyn qui ont géré la com sur les réseaux sociaux et merci à Anthony à l'édition. Et surtout merci à vous de nous avoir écoutés et merci également d'avoir posé toutes vos questions. C'était les M2 journalistes de Logicam et vous pourrez retrouver en replay cette émission sur YouTube. Merci à tous.